des monospaces où on en emmenait de plus en plus, et c'est vrai, si vous avez une grande maison, vous en mettez de plus, vous en entassez de plus en plus chez vous. Si vous avez une grosse voiture, vous en mettez de plus en plus, vous mettez des choses inutiles dedans. Aujourd'hui, il y a un problème d'usage qui est lié à l'automobile. On utilise en moyenne nos voitures à 80% pour faire 5 km. Alors quand vous avez un monospace, un 4x4, n'importe quoi, n'importe quel type de véhicule, les grosses voitures, pour des usages qui en fait, quand on regarde à la fin de l'année, le nombre de kilomètres qu'on a fait, les grands voyages, on en a fait peu. Par contre, des petits trajets, on en a fait beaucoup. Il y a un problème d'usage. Donc de dire avoir un véhicule ultra polyvalent qui va pouvoir emmener la maison et s'en servir toute l'année pour faire majoritairement 5 km, c'est stupide. Donc je pense qu'il doit y avoir justement aujourd'hui des véhicules faits pour chaque type d'usage. Et effectivement, la petite voiture qu'on rentre les unes dans les autres pour la ville et électrique, c'est une bonne solution. On va aller voir dans un instant comment le débat se déroule sur le humannetwork.fr avec justement Nicolas Van Bremerch. Mais d'abord, c'est Frédéric qui a envie de réagir et je vais lui demander son sentiment. Oui, bonsoir. Mon sentiment sur la question, c'est que je pense qu'on doit se poser d'abord la question de savoir comment est-ce qu'on utilise la voiture. Est-ce que on continue à posséder une voiture ou est-ce qu'on peut pas la partager comme aujourd'hui on peut l'avoir via l'autopartage? Est-ce qu'on peut pas accueillir d'autres personnes dans sa voiture pour traverser une ville ou aller d'une ville à l'autre? La voiture, elle a encore une existence potentielle, mais on a vraiment besoin aujourd'hui de travailler sur l'usage de la voiture qu'on a et qu'on devra avoir plus tard pour préserver l'environnement et surtout préserver nos centres urbains. C'est, à mon avis, un des enjeux importants. Éric Saint-Frison, encore une utilité potentielle, dit Frédéric, heureusement d'ailleurs. Hein. Mais là encore, enfin, je voudrais pas être un peu lourd et insister lourdement, mais voilà, il faut que la voiture démontre son utilité et démontre au maximum son absence de nocivité, et alors on va peut-être accepter à nouveau d'en parler. Oui, mais sur le point qui a été évoqué, je pense que c'est absolument essentiel. En plus, ils sont tous jeunes, c'est leur avenir dont ils parlent. C'est celui de mes enfants, c'est celui de mes futurs petits-enfants, j'espère. C'est absolument essentiel de réinventer des modes de mobilité nouveaux, des modes de consommation automobile nouveaux. Pour autant, la relation à la voiture peut rester une relation passionnelle, affective, intéressée, avec une charge de désir forte. Dans vos rêves. Non, vous verrez. Regardez tout ce qu'on entend. Enfin, on va aller voir ce que dit justement Nicolas Van Bremerch. On va aller voir ce que dit le humannetwork.fr. Je ne sais pas si on réagit sur cette dimension-là, cette idée qu'on peut avoir une relation passionnelle avec l'automobile. Oui, on réagit, et d'ailleurs il y a pas mal de gens qui réagissent en disant moi la voiture me fait encore rêver, les Ferrari, les belles bagnoles, les grosses cylindrées, etc. Et il y a une remarque assez amusante d'un internaute qui dit mais tout ça en fait c'est virtuel, quoi, c'est totalement virtuel, c'est pas dans nos pratiques quotidiennes, et finalement on va jouer à un jeu vidéo avec des très belles voitures, ça va nous donner accès à ça, et puis voilà, mais au quotidien on va changer nos comportements. Je comprends pas bien l'idée. Voilà, la Ferrari, on y va au salon de l'auto, on va jamais la pratiquer, et dans nos quotidiens, dans nos pratiques, on va plutôt essayer de changer nos comportements, etc. Mais l'imaginaire reste très très fort, et l'idée, voilà, au salon de l'auto, il y a plus de monde sur le stand de Ferrari que sur celui des voitures vertes. Ça, justement, si on modifie nos habitudes de consommation de l'automobile, rien n'exclut de rouler un week-end par an en Ferrari. C'est-à-dire d'avoir une petite voiture urbaine avec laquelle on va circuler la majorité de l'année, là vraiment un usage. Et puis il y a le côté possession pour les Français aussi qui est important. Il faudrait peut-être arriver à mettre ça de côté. Donc avoir une voiture en location, une petite voiture urbaine, quand on a besoin d'une plus grosse pour partir avec sa famille, eh bien on loue une plus grosse. Et puis le jour où on veut partir avec un vrai véhicule, vous parliez d'une Ferrari, oui, on prend une Ferrari un week-end. Et quand on calcule sur une année la dépense totale, on va avoir préservé l'environnement parce qu'on va avoir utilisé un petit véhicule respectueux de l'environnement pour faire ses petits déplacements. On va avoir dépensé peu d'argent pour partir en week-end avec sa famille en monospace. Et puis il nous restera du temps et de l'argent pour avoir la Ferrari un ou deux week-ends dans l'année. Alors, on ne peut pas faire aujourd'hui avec une berline classique. Ce qui est intéressant, si vous me permettez, c'est qu'il y a, depuis le rêve de M. Hayek, quand il a imaginé la Smart, et la Smart, si vous vous souvenez bien, c'était pas une voiture qu'il vendait, c'était de la consommation automobile, une petite voiture pour les centres urbains, et en fonction de vos besoins, un monospace pour certains week-ends, un 4x4 pour aller au ski, un cabriolet pour aller au soleil, et une camionnette pour déménager une fois par an les affaires d'un ami. Ce rêve-là, il existe depuis 10 ans. Il n'y avait pas les outils pour le faire. Les outils sont en train d'arriver avec les sociétés d'autopartage. Je ne savais pas ça. Au départ, donc Nicolas Hayek, hein, le patron de Swatch, qui invente effectivement le concept de Smart, mais ne reste aujourd'hui que la petite voiture. Mais au départ, lui, c'était toute une gamme en fait qu'il voulait mettre. Le concept de lancement de la Smart de Hayek, c'était je fais une petite voiture
très modulable, très modulaire pour qu'elle colle à chaque utilisateur. Et dans l'utilisation, dans le package marketing, il y a un plus gros véhicule, un 4x4, un cabriolet. Ça a échoué parce que la structure n'était pas en place. L'autopartage aujourd'hui dans les grandes villes est une pierre qui permet de l'imaginer possible. Les premiers systèmes financiers de location de voitures ou de consommation automobile en payant ce qu'on consomme, comme un forfait téléphone. Ça vient d'arriver en France, ça vient d'être lancé. Ce type de solutions qui n'existaient pas il y a 10 ans vont permettre des utilisations plus intelligentes de l'automobile. Ouais, on est mûr peut-être pour ça. Alors dans ces conditions, la question que j'ai envie de poser, et que j'ai envie de poser d'ailleurs aux internautes qui sont avec nous, c'est de savoir si dans ces conditions, le gouvernement a raison d'en faire tant. Est-ce qu'il a raison d'ériger en priorité nationale, parce qu'après les banques, ça a été la priorité nationale, la grande cause nationale, d'ériger l'automobile en grande cause nationale. C'est Quentin qui a envie de réagir à cette question, mais je pense que tout le monde a envie de réagir à cette question. Quentin, votre sentiment ? Grande cause nationale, je suis tout à fait d'accord, ne serait-ce qu'au niveau des emplois que cette industrie génère. Après, vous soulevez le problème de l'environnement. Vous savez, Quentin, je voudrais pas faire le malin. Quentin, je me permets de vous couper, je veux pas faire le malin, mais ces emplois-là, à votre avis, c'est combien, par exemple, les emplois réels ? On nous a raconté 2,5 millions d'emplois directement liés à l'automobile. Il semble bien que quand on fasse les comptes... C'est 10 millions d'emplois directement liés. Vous êtes à 10 millions d'emplois, vous, aujourd'hui. Plus ou moins directement liés. Et c'est 2 millions la moitié de la et demi. population active, carrément. C'est 2,5 millions d'emplois qui peuvent être menacés à terme par l'écroulement du secteur automobile. Bon, c'est pas l'écroulement. Quentin, je vous laisse parler. Ce sont les emplois induits, et puis de toute façon, c'est l'automobile, ça touche absolument tous les Français. C'est un sujet sensible, ça fait partie de notre niveau de vie, ça fait partie de nos habitudes, c'est la liberté. Vous pouvez pas partout, comme dans les villes, avoir les transports en commun. Donc là, ça devient un sujet particulièrement critique. Et puis en cette période de crise, on essaye de revenir un petit peu sur nos valeurs sûres. Adrien, je vais demander son sentiment. est une valeur sûre. Je vais demander son sentiment à Adrien maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis je voudrais faire réagir aussi Gonzague dans un instant, parce que j'ai cru comprendre que Gonzague, lui, justement, il était très sceptique sur ce plan d'action du gouvernement. Oui, je suis assez d'accord avec Quentin sur la première partie de son intervention. Ça représente à peu près 10% de la population active. Enfin, c'est les chiffres que j'ai vus. Effectivement, on a raison de vouloir aider cette industrie. Maintenant, on le fait sans contrepartie et l'industrie a freiné les cas de fer depuis des années contre des normes plus strictes sur le CO2, par exemple. Et maintenant qu'elle voit qu'elle doit être aidée pour pouvoir passer le cap de la crise, elle fait plein de promesses sur des réductions des émissions de CO2. C'est un petit peu, c'est assez opportuniste de sa part. Mieux vaut tard que jamais, non, Adrien, votre sentiment? Mieux vaut tard que jamais. Enfin, si vous êtes convaincu oui, c'est vrai, mais en 2005, on nous a dit que ce serait pour 2008. Après, c'est passé à 2012. Et à chaque fois, le Parlement européen n'a pas voté de normes plus strictes parce qu'il y avait la promesse des constructeurs automobiles européens. Et finalement, à chaque fois, on a reculé. Et on vient encore de reculer à 2015 pour 120 malogrammes de CO2 par kilomètre. Éric Saint-Frison, on sait qu'on peut faire mieux. Éric Saint-Frison. Je voudrais juste faire une précision de mon ancien métier. Quand les réglementations européennes ont été édictées sur les émissions de CO2, techniquement, il y a plein de choses qui étaient faisables. Mais les coûts induits pour réussir à atteindre ces fameux objectifs étaient absolument monstrueux. Qui devait supporter ces coûts? Est-ce que c'était les constructeurs ou est-ce qu'il fallait en descendre une partie sur le prix de vente? Il semble que comme par magie, ces questions se soient résolues quand même, Éric Saint-Frison. Comme par magie. La technologie a évolué, les coûts ont diminué. Il faut du temps pour mettre en place des changements technologiques. Il faut laisser du temps aux constructeurs pour le faire. Il faut mettre la pression pour que les choses aillent vite quand il y a urgence. Mais cette évolution techno, elle a un coût. Soit c'est le constructeur qui le paye, a priori ils n'ont pas tous les moyens de le faire, soit c'est le consommateur, et le consommateur il a ses limites aussi. Bon, on va aller se tourner, allez-y, juste, on va demander son sentiment à Morgane, et ensuite je vous laisse réagir. Morgane, votre sentiment sur tout ce dont on est en train de débattre? Donc moi je pense que déjà les voitures électriques c'est assez développé, mais je pense pas que c'est la solution. On parle souvent des voitures sportives comme Ferrari. Morgane, c'est pas le sujet. Non, Morgane. La voiture électrique, on en parlera tout à l'heure. Le sujet là, c'est de savoir si le gouvernement a raison d'en faire tant, si le gouvernement a raison de déverser les millions qu'il déverse pour sauver une industrie dont on se rend compte qu'elle est quand même face à des enjeux qui dépassent aujourd'hui la simple solution financière. Moi, je pense que le gouvernement doit vraiment mettre les cartes sur table avec l'Europe, justement pour investir massivement dans les futures technologies qui vont nous permettre de vivre autrement l'automobile et justement la vie en général, réduire les pollutions comme l'hydrogène, des choses comme ça.
Bon, je vais me tourner vers Gonzague maintenant parce que j'ai cru comprendre, Gonzague, que vous étiez assez sceptique.